Bonjour à tous. Merci. Je suis ravi d'être ici. Ma présentation va être un petit peu brouillonne dans le sens où hier, la journée m'a beaucoup marqué parce qu'en fait, elle marque un travail que j'ai moi-même aussi parcouru. En fait, depuis 10 ans, je collabore avec un bioacousticien, mais de manière plus ou moins informelle sur différents types de projets. Et en fait, la présentation de la thèse d'Adèle hier vient officialiser un petit peu un rapport qu'il pourrait avoir entre la bioacoustique et la création, l'écriture, le son, la musique. Donc je suis ravi de ça et j'ai chamboulé un petit peu tous les slides que je pouvais avoir à faire, les présentations, pour reprendre un petit peu un historique des échanges que j'ai eus avec un bioacousticien qui est devenu un ami, sur lequel on continue en fait à échanger régulièrement, et où en fait à la fois son travail alimente le mien et mes propositions et mes approches aussi alimentent plus ou moins de temps en temps, éclairent différemment ces matériaux. Donc là, tout est chamboulé. J'ai 90 slides pour 40 minutes. Enfin, ça va être un peu du zapping, un peu n'importe quoi, mais je pensais que c'était quand même important, même si c'est brouillon, en fait, de dresser un panel rapide pour avoir une matière symbolique un petit peu. On va commencer par 1 minute 20 de l'introduction de la dernière pièce que j'ai fait, qu'on a créée l'année dernière, qui est en fait un peu une synthèse d'un processus d'échange justement avec la bioacoustique. Alors pas systématiquement les RV, mais en fait qui va me permettre après de montrer toute une étape qui va me donner la légitimité, enfin qui m'aura permis à moi d'avoir une légitimité à utiliser les sons de la nature avec des notes de piano, avec du violoncelle, avec la composition. Car en fait, le processus de travailler avec la bioacoustique, pour moi, ça a été de trouver cette légitimité pour passer réellement dans la sphère artistique et pas juste faire de l'art science ou de la valorisation de données, ce que j'ai fait, ce qui a été mes premiers échanges en fait. Voilà. Alors, on commence par un petit résultat électroacoustique. Alors, à l'origine, c'est une pièce. Ah bon, là, ça a disparu. C'est une pièce, c'est une performance. Je travaille beaucoup avec la spatialisation. Il y a les musiciens au milieu, donc ça c'est moi, ma compagne, du public, une 80-100 personnes. Et puis en fait, là on voit pas, mais il y a plein d'enceintes partout, parce que je travaille essentiellement avec la spatialisation sonore, qui est une dimension de mon travail et une dimension de mon écriture aussi, et une passerelle pour justement les sons bioacoustiques. Faut que je règle la carte son, désolé. Donc voilà, moi, je commence à perdre un peu de temps. Donc, bon, voilà, c'est un très court extrait, la pièce dure 40 minutes. Peut-être qu'on aura l'occasion d'écouter d'autres extraits, mais c'est pour montrer en fait. Pardon. C'est pour exposer un peu une synthèse de ce que j'ai fini par faire en mixant justement ces différents types de sons.
Je vais essayer d'avoir une présentation un peu plus conventionnelle pour montrer un petit peu le parcours pour arriver à ça. Alors, cet exemple-là reprend ce que tu montrais aussi, c'est que dedans, il y a de la compression temporelle, il y a du pitch, le fait de transposer, du time stretch, différentes techniques qui permettent en fait d'avoir des focus différents sur les dimensions temporelles. À savoir que, effectivement, écouter par exemple des chants de baleines sur 6 mois, c'est pas possible à l'échelle humaine. Donc, le bioacousticien va quand même utiliser des scripts pour extraire. L'intelligence artificielle sert à ça, à extraire des données et tout ça. Mais écouter, c'est aussi possible avec les techniques justement de réduction d'échelle de temps, la transposition. Donc on peut travailler sur des très grandes échelles comme aussi travailler sur des toutes petites échelles. Et là, ce que vous avez entendu dans l'extrait, donc bon, il y a des instruments, eux, c'est du temps réel, mais la bande électroacoustique qu'il y a derrière, qui est issue de sons d'insectes, utilise un espèce de zoom temporel en ralentissant la bande à différents niveaux polyphoniques aussi, en superposant des niveaux. Et voilà, tout ça, c'est ce que j'appelle les licences sur le matériel, sur les sons de la nature en tout cas, parce que c'est pas anodin non plus, c'est pas non plus si trivial que ça de zoomer dans la matière et de la manipuler. Bon, alors, pour reprendre un truc un peu plus conventionnel, donc du coup, j'ai la chance, moi aussi, depuis 3 ans, en fait, d'être un doctorant à l'Université Côte d'Azur, ce qui permet un petit peu de formaliser toutes mes approches d'écriture, parce qu'en fait, le cadre de mon doctorat, c'est l'espace comme paramètre d'écriture à travers les dispositifs de diffusion sonore. Bon, je passe vite fait, rapidement, les différents. Je vous ai parlé un petit peu des. Vous voyez l'écran là, c'est assez gros. Ouais. Sinon, je vais être obligé de zapper entre. Ah ouais. Bon, il faut que je parle plus proche alors. Désolé. Bon, rapidement, parce qu'on n'aura jamais le temps, mais c'est des dispositifs sur lesquels j'ai travaillé qui permettent de spatialiser. Donc ça, c'est la notion d'écriture pour l'espace nécessite d'investir aussi la dimension du dispositif. Ça veut dire comment ça va être diffusé et comment on écrit pour ces types de dispositifs. Donc là, il s'agit de l'écriture visuelle aussi, il n'y a pas que le son. Mais j'ai investi pas mal la notion de trajectoire pendant quelques années au point de faire un logiciel qui s'appelle Sound Trajectory qui permet d'écrire le son dans l'espace. Et ça fait suite aussi à des travaux de Laurent Potier ici, qui avait lui aussi avancé dans cette voie-là avec un autre logiciel. Pour vous montrer vite fait comment ce truc-là peut fonctionner. En fait, bon, c'est pas très fort. Mais investir l'espace d'écriture avec des trajectoires, ça veut dire... Enfin, pour moi, déplacer des sons sur des trajectoires et aussi les contrôler à partir d'un éditeur audio qui va permettre tout simplement de dire où est-ce que je veux que le son soit. Et après, dans cet éditeur-là que j'ai développé, qui est le logiciel, il y a toute une palette en fait, d'expressions qui va permettre de pouvoir manipuler ces trajectoires-là, les sources sonores, selon qu'elles soient mono, stéréo ou multiples, de différentes manières. Bon, c'est un environnement un peu immersif. Bon, et ça, c'était avant que je fasse mon doctorat, parce que maintenant, j'ai moins besoin de le vendre. Mais en tout cas, c'est toujours la base un peu de mon travail technologique. C'était pour dresser vite fait une petite présentation, mais ce qui m'importe là, c'est de vous parler de ma collaboration avec Hervé Glotin. Donc, en 2 mots, Hervé Glotin, c'est un professeur, enseignant-chercheur à Toulon, et il travaille essentiellement sur des modèles d'intelligence artificielle pour extraire de la donnée d'enregistrement bioacoustique. Et donc, c'est un informaticien qui travaille beaucoup aussi sur le terrain pour aller capter ces sons-là, créer aussi, lui, des dispositifs. Et bon, par le hasard de l'histoire, on s'est rencontrés en fait dans le sud, on a sympathisé, on est parti faire du bateau ensemble pour écouter des cétacés dans l'eau, et puis très rapidement, on a sympathisé sur les manières de travailler potentielles qui pouvaient être communes l'un à l'autre. Et un des premiers travaux sur lesquels je lui ai proposé de travailler, c'était Ikisme, un projet alors, je sais pas si je peux mettre ça en temps. Bon,
Bon, je vais parler sur la musique, mais grosso modo, c'est un opéra vidéo, il y a des musiciens qui jouent, et il y a aussi beaucoup de particules 3D qui bougent à l'intérieur. Dedans, elles sont animées par des algorithmes génératifs qui vont simuler des flux physiques ou des fois des nuées d'oiseaux, différentes choses. Ça, c'est 2013-2014. Et en fait, pour pouvoir analyser un peu ce qui se passe dedans, tout ce qui est généré est disponible sous forme de data. Et donc, Hervé Glotin, la spécificité d'Hervé Glotin, c'est d'avoir une approche multimodale, c'est-à-dire pouvoir analyser un corpus sonore ou de données sous différentes dimensions. Et ça, du coup, ça m'a donné l'idée de lui soumettre tout le corpus d'écriture de cette pièce qui est multimédia. Ça veut dire qu'il y a des fichiers vidéo, des particules, de la musique, des partitions. Donc là, grosso modo, c'est un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Des patchs, des contrôles, tout ça formalisé plus ou moins sous des espèces de fichiers XML. Enfin, bref, c'est toute la tambouille du compositeur électronique. Et donc, ce qui a été proposé, c'était en résonance aussi à ce qu'il m'avait montré, c'était d'utiliser une technique de sparse coding que lui avait utilisé déjà avec ses doctorants sur des chants de baleines. C'est-à-dire que là, on a différents vocalistes d'un baleineau. Et puis, en fait, le sparse coding, on en a parlé hier, certains ont parlé de non supervisé, intelligent, oui, bref. Toujours est-il que, en fait, à partir de rien du tout, l'algorithme d'intelligence artificielle va essayer de trouver des unités avec une cible. On lui dit trouve 4 unités différentes, ou 12, ou 16, ou 28, et il va essayer de créer un dictionnaire. C'est une compression d'un espace informationnel. C'est une technique particulière parmi d'autres dans l'intelligence artificielle. Et donc, Hervé Glotin, lui, est spécifique pour l'utilisation de l'AI pour la bioacoustique. Et donc, quand je lui ai fait analyser, grosso modo, ma pièce, à la fin, c'était un dictionnaire un peu plus complexe, mais ça donne ce genre de truc-là. Et dedans, en fait, l'intérêt de cette analyse-là, c'est de pouvoir faire une corrélation entre l'espace sonore, l'espace vidéo, l'espace visuel, l'espace de déplacement des particules, les données symboliques des fichiers qui sont toutes indexées dans des dictionnaires, dans des trucs comme ça, qui me permettaient de faire ce qu'on utilise en musique. C'est plutôt les recherches de Gérard Assayag sur Omax, tout ça, qui permettent de faire de la réinjection stylistique. Ça veut dire finalement faire de la segmentation temporelle et puis de dire que là il se passe quelque chose, là il se passe quelque chose, et recréer des interactions, des combinaisons dans la forme sonore pour pouvoir arriver sur ce que j'utilise aujourd'hui maintenant, c'est des scénarios non linéaires, de manière à pouvoir avoir investir les jeux vidéo, par exemple, les fragments de jeux vidéo pour écrire de la musique interactive. Bref, je reviendrai plus tard. Donc tout ça, c'est des espaces d'analyse qui permettent le principe de réinjection stylistique tel que j'en parlais. Là, les mêmes matrices, mais ici, on voit audio, vidéo et audio plus vidéo, ce qui est impossible à faire réellement manuellement, mais que la machine, elle arrive à combiner ces deux espaces-là, en fait, c'est-à-dire analyser celui-là, faire des corrélations, et puis, en fait, dedans, ça donne ce dictionnaire-là. Chaque mot, en fait, qui est censé représenter une interaction. On ne sait pas du tout ce que c'est, parce que justement, c'est non supervisé, il n'y a pas de référence autre que les données qu'on lui a données. Donc, c'est là où on a commencé à échanger un peu plus sur du concret, quoi. C'est qu'un des outils qui est très populaire chez les musiciens, les rimes, c'est Max MSP, qui a été créé à l'IRCAM dans les fin des années 80. Et en fait, ce logiciel-là est une super plateforme pour pouvoir échanger avec pas mal de scientifiques. Et grosso modo, avec le temps, on travaille sur évidemment du Python. À l'époque, c'était encore MATLAB ou NumPy ou ces trucs comme ça. Mais dedans, j'ai pu charger les matrices qui généraient et en fait avoir une interface d'exploration pour voir un peu ce qui se passait. Donc là, j'ai ma pièce, la vidéo, le son qui avait été généré et... je passe, mais toujours est-il, cette interface-là, par exemple, que moi j'ai fait sur ces données, me permet de voir
à quoi correspond ce truc-là. Essayez de voir, quoi. Bon, c'est pas tout le temps le cas, des fois c'est un inconnu. Mais on arrive à avoir des interactions. Et justement, des clusters, on en a beaucoup parlé hier, ah bah, des fois ça marche quand même. Et ça révèle même des trucs qui étaient insoupçonnés, notamment l'interaction visuelle. Parce qu'il y a dans ce projet-là, voilà, il y a enfin, dans tous les projets qu'il y a du temps réel, il y a de l'impro, puis il y a des matériaux fixes et des matériaux génératifs, un peu comme cette présentation-là. et puis, et puis du coup, bah, c'est pas toujours évident après d'analyser ce qui s'est passé. Ça prend beaucoup de temps et c'est bien l'intérêt qui était visé dans ce travail-là. Donc bon, ça permet d'avoir des formes différentes. Et là, on retrouve les diagrammes qu'Adèle présentait hier. C'est que ce dictionnaire-là, moi, ça me permet d'avoir un index temporel. Et donc, bon, bah, ce mot-là, alors là, je ne vais pas vous passer la vidéo, ce serait trop lent, mais oh, bah, on le voit là partout là-dedans. Donc en fait, il est peu informatif parce qu'il est partout, quoi. Mais il y a quand même d'autres mots. Donc là, ils sont tous représentés à différents degrés. Il y a des ratios, mais grosso modo, ces lignes-là permettent de segmenter la forme. Donc il y a différentes représentations. Et pour aller très vite, j'en suis arrivé à une idée de partition navigable où en fait toutes les interactions qu'il y a dans le temps permettent d'avoir des modulations qui vont moduler avec d'autres paramètres. Donc ça, c'est un peu les approches de la synthèse musicale pour les musiciens. On pourra en discuter si vous voulez, mais la finalité de ce projet-là, qui a existé sous différentes formes, mais bon, ce qui est encore le plus fonctionnel, c'est la démo du début, mais c'était d'avoir des panneaux. Alors, il y a une pièce de concert, mais aussi une version d'installation qui utilise le même corpus. Et le travail avec Hervé a permis en fait de baliser qu'est-ce qui va s'afficher sur les différents panneaux en fonction du déplacement des gens dans l'installation. Bon, voilà, ça c'était mon travail artistique. Tout ça c'est disponible sur Internet, il y a un site Internet. Mais bon, j'arrête pas. Bon, je vais pas. Mais échange de bons procédés, en fait, c'est que après avoir travaillé sur la navigation dans pour pouvoir comprendre un peu qu'est-ce qui se passe dans les matrices, son algorithme d'origine, j'ai fait une interface pour pouvoir l'explorer. Avec la possibilité justement d'avoir des zooms temporels, ralentir dans une unité, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'on peut entendre. Donc si on avait le temps, on pourrait rentrer un peu dans la matière, voir ce qui se passe. Mais je pense que c'est plus bénéfique de aller plus vite. Mais grosso modo, c'est exactement la même chose que pour la pièce artistique, sauf que cette interface-là était plus destinée aux scientifiques pour pouvoir comprendre en fait quel est le signifiant de cet échantillon-là, et pas juste un graphique MATLAB sorti et puis imaginer que... Ouais, bref. Ensuite, pour être un peu plus concret justement sur cette possibilité de... Oh, désolé, hein, ça zappe. Grosso modo, ça c'est la matière avec laquelle j'ai rencontré Hervé, quoi. Le travail, son animal fétiche, ça doit être le cachalot. C'est ce qu'on entend là. Ça, ce son-là, c'est ce qu'on est arrivé à enregistrer en Méditerranée en 2012, 2013, 2014. Plus tard, là, le sujet normalement de la communication, c'est les sons d'un fjord en Norvège. Si je vais assez vite, on pourra les entendre. Le zoom temporel, c'est quand même un truc assez particulier parce qu'en fait, il y a des animaux qui émettent à des fréquences très très rapides. Et là, notamment, en fait, on entend un globicéphale, un dauphin, en fait, qui émet des clics, qui émet des vocalises très rapides. C'est en fait un train de clics très très rapide, il les colocalise. Et si on l'écoute à vitesse normale ou qu'on transpose ou machin, bon, on entend toujours. Sauf que les bioacousticiens, comme les musiciens, travaillent sur la notion de dispositif aussi, quel matos ils vont utiliser, quel est le micro. Et là, l'intérêt de cette prise de son-là, c'est exactement le même son là que vous entendez, sauf qu'il est ralenti 100 fois, ou 80, 50. Bon. Il était tard quand j'ai repris le son. Mais en fait, il n'y a pas de perdition de qualité harmonique, dans le sens où là, c'est pas du time stretch, c'est juste la bande qui ralentit, le geste de basse qu'on pouvait faire sur un vari-speed en musique électroacoustique avec un Revox.
Pourquoi? Parce qu'en fait, les enregistreurs qu'ils utilisent, et ça, c'est un petit peu les échanges avec les musiciens, parce que quand j'ai rencontré avec Lotin, il travaillait avec les signaux qui étaient disponibles. Des fois, ça montait un peu en fréquence. Le matos existait pour avoir mais ça coûtait cher. Mais grosso modo, l'essentiel des corpus, c'était du 44, la qualité CD ou un peu mieux, quoi. Et en fait, très rapidement, ils ont développé des enregistreurs qui permettent de monter maintenant au mégahertz, donc un échantillonnage très précis qui va permettre, enfin très élevé, qui va permettre de pouvoir ralentir le son sans dénaturer justement la modulation, les formes qu'il y a dedans, quoi. Et entendre les clics les trains de clics permet de les analyser là à l'oreille, écouter ce qui se passe réellement, comment il a scanné. Et donc le contact aussi avec les animaux, qui est toujours un peu discuté, permet de comprendre comment ils ont bougé la tête, comment le sonar va émettre, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il a sondé le corps du plongeur qui était proche de lui, quand il s'agit d'approcher les cétacés. Et puis, donc j'ai fait écouter ça. Je vais zapper le ferry qui passe au loin pour la pollution anthropique. Vous imaginez tout ce que ça donne. Alors désolé, mais... C'est un ferry qui passe au loin, par exemple, qui a été ralenti là sur 3 minutes. On va pas les prendre les 3 minutes, mais en fait ça dure une demi-heure. Et infliger ça au public, bon, c'est pas super top, mais par contre le passer dans les écoles en expliquant que c'est un ferry qui passe à 3000 et qui va rendre impossible la communication animale, et ben ça suscite en fait l'intérêt des enfants, l'intérêt des jeunes générations qui écoutent ça. Et bon, on en a parlé un petit peu justement sur la médiation, c'est des choses voilà, qui ont été faites et qui sont très intéressantes. Autre espace aérien. Là, je commence en fait à prendre des licences esthétiques. C'est un peu plus tard. C'est les chauves-souris du parc du Rayol. C'est un jardin en Méditerranée. Et puis en fait, j'utilise la même technique de zoom acoustique en ralentissant, parce que les chauves-souris, de toute façon, on les entend pas. Et si on transpose, c'est encore trop rapide. Parce que ce qu'on entend là, c'est le chirp. C'est son sonar, c'est la même chose que les dauphins, mais dans l'air. Et en fait, ce qui m'intéresse moi là-dedans, donc c'était déjà un peu ralenti, mais là on va ralentir beaucoup plus. C'est qu'en fait, cette capacité de zoom temporel, quand on les ralentit 100 fois là, alors, si vous tendez bien l'oreille, vous pouvez entendre le paysage en fait qu'il y a. C'est un mur, il fait 3 mètres à peu près, il y a un sapin derrière. Sauf que pour le musicien, c'est un espace totalement inouï. Ça peut être désolé pour les oreilles, Ouais, moi je j'entends même l'écorce et tout, parce que je l'ai vu, donc c'est un peu biaisé, quoi. Mais il n'empêche qu'en fait, ce modèle-là, ça permet d'avoir... dans la première pièce que vous avez entendue, fatalement, il y a les chauves-souris, mais il y a aussi les réponses impulsionnelles, c'est-à-dire les différents espaces. La réverbération, pour la musique, c'est ce qui a conditionné beaucoup l'écriture pendant des milliers d'années. Milliers d'années. Oui, parce qu'on peut considérer que déjà dans les grottes, les gens faisaient de la musique, mais ils le faisaient ici parce que ça sonnait d'une manière particulière, dans les églises, dans le machin. Là, les bioacoustiques donnent accès à des espaces qui étaient totalement inaccessibles aux musiciens. Encore? Oui, il y en a une autre qui répond au loin. Pipistrelle, tout simplement. Oui, il peut avoir l'écho, il peut avoir une autre qui répond, ça dépend de la séquence. Donc en fait, les différents travaux qu'on a pu faire, il y en a d'autres, mais j'ai montré juste les points saillants, et puis quelques points saillants. Mais c'est en fait d'être arrivé à un point où en fait, de mon côté, il y a des sources sonores qui représentent un corpus et dans différentes fréquences. Bon, ça c'est technique, mais on a les moyens techniques pour pouvoir le lire.
Par contre, il y a différentes qualités de son. Il y en a qui sont audibles, qui sont dans l'espace d'écoute de notre édition. On peut les percevoir. Il y en a d'autres qui sont imperceptibles parce que c'est en dehors des. Enfin, les chauves-souris, par exemple, c'est inaudible en majorité pour la plupart d'entre nous, sauf certaines queues de chirp qui vont descendre en dessous de 20 kHz. Donc là, ça va nécessiter différentes étapes. Jouer sur la vitesse de lecture, nettoyer le son, des fois qui est un peu trop bruité, vitesse de lecture, time stretch. Puis après, il y a un autre domaine qui est symbolique. Ça veut dire, là, on n'a même plus rien. Par exemple, les débuts des sons des cachalots, quand ils sont très loin, à 1500 mètres de profondeur, qu'on ne les entend plus, en fait, c'est plus que les matrices MATLAB, l'analyse l'intelligence artificielle qui va réussir à extraire du bruit une position pour faire une trajectoire. C'est quelque chose que je vais essayer de présenter vite fait. Puis après, au-delà même de ce que l'intelligence artificielle arrive à trouver, il y a un espace hypothétique qui va nous permettre d'avoir des intuitions, en fait, de qu'est-ce qui se passe quand on ne sait pas, en fait, vraiment. Bon, bref. J'ai parlé vite fait du cachalot. Tout ça, c'est des ressources qui sont là. On a parlé des chauves-souris, super. Ça, c'était de la sonification. Le drone Sphyrna, qui sont, en fait, du matos, quoi, pour enregistrer dans les abysses. Les techniques, tout ça, c'est le propre du domaine de la bioacoustique. Juste dernier petit point pour un échange donnant-donnant à Art Science, c'est que mon travail, pourquoi je montre mon logiciel de Sound Trajectory, là, ce qui permet de faire des trajectoires, de déplacer des sons et de composer l'espace pour le musicien. Et ça, c'était juste avant le Covid. Mais du coup, ça m'a donné un peu de boulot pendant le Covid. L'espèce de drone que vous avez vu juste en face de Cannes, Monaco, en fait, a capté une meute de cachalots pendant 2 heures. Donc, c'est un drone autonome avec des hydrophones en dessous qui dérive et qui prend des sons. Et quand ils écoutaient ça en direct, ils se sont bien aperçus qu'il y avait plusieurs individus qui plongeaient, qui sondaient ensemble. Là, ce qu'on voit, c'est extrait de ce document scientifique-là, mais en fait, bon, tout ça, c'est des petites trajectoires. Et là, dans l'état actuel de l'art à ce moment-là, c'était d'avoir un point, une position et de savoir où ils sont à peu près et éventuellement faire une trajectoire pour pouvoir voir un peu comment les choses se passent, comment la vélocité du déplacement. Et puis en fait, quand il m'a parlé de ça, regarde là, et en plus on pense peut-être qu'ils pêchent réellement ensemble, qu'ils sont synchronisés, parce qu'il y a des clips qui bizarrement sont calés, alors que les animaux sont à 1 kilomètre de distance et ils sondent à 1500 mètres de profondeur. Donc là, on est dans l'espace imperceptible. Et on est aussi dans un espace intuitif, enfin imperceptible pour l'oreille humaine, et plus ou moins intuitif dans le sens où il n'y a plus que l'imagination qui peut permettre de supposer qu'ils sont en train de pêcher. Donc bon, avec mon logiciel Sound Trajectory, qui permet d'avoir des trajectoires à déplacer des sons, pour moi c'était assez simple de mettre des petits cônes et puis d'évoluer sur cette trajectoire. Parce que dans mon super logiciel Sound Trajectory, il y a une fonction listener qui permet de faire comme un rail coast, enfin un petit train qui se balade, qui fait le grand 8 et tout ça. Bon, grosso modo, j'ai repris cette fonction-là en mettant un cône qui me permettait de croiser les différents focus, angles de vue de chaque track, de chaque piste générée par Hervé pour revoir le déplacement de chaque animal. Et donc, en fait, très rapidement, j'ai pu constater... alors ça, c'est la vidéo du soir même où j'ai développé un petit truc en max. Alors, on aura l'occasion d'en reparler, c'est que je pense à la finalité que les musiciens ont une certaine sensibilité, les bioacousticiens ont accès à plein de domaines, ont aussi leurs propres facultés et tout ça, et je postule qu'en fait, il y a vraiment un terrain d'échange super fertile là-dedans, et qu'en même temps, les outils de la musique peuvent servir à avoir justement des représentations très rapides, enfin très rapides, quand même relativement rapides. Ça, par exemple, ce qu'on est en train de voir, je l'ai fait en une soirée, en reprenant le code de mon logiciel, et grosso modo, là, voilà, j'ai envoyé ça à Hervé, c'était le soir. Oh, regarde, en fait, bon, vous n'avez pas le son, mais en fait, ça clique, j'ai fait un modèle, il y a une autre vidéo.
Et grosso modo, sur 2 heures, bon, là ça bouge un peu dans tous les sens, mais sur 2 heures, en fait, il y a 90% des fois où les clics sont synchronisés sur le même objet. Donc en fait, ça représente un cachalot qui se balade, il y a une trajectoire. Vous voyez que les faisceaux bougent un peu ensemble. Et en fait, ils sont à 800 mètres de profondeur et à 1 km de distance. Et ils synchronisent en moins d'un cinquième de seconde en focalisant potentiellement, parce qu'en fait, on n'en sait rien vraiment. C'est juste où ils étaient en faisant une trajectoire graphie pour savoir où ils étaient dans l'espace à partir des hydrophones, savoir qu'il y en a 2, que ça fait une grande antenne acoustique. Bon, bref, et ça c'est fait en jitter max, assez simplement, et ça a permis de pouvoir. Bon, ça c'est issu justement du rapport, d'un grand rapport qui s'était fait sur cette mission-là, où bon, voilà, ce genre de situation, ils regardent tous en même temps, ça arrive 90% du temps, et bon, il y a eu différentes petites publications, mais tout ça c'est disponible, quoi. C'est dans ce rapport-là. Hop. Bon, combien de temps on a encore? 5 minutes, waouh. Bon, alors, pour parler du fjord de Kvangen, parce qu'en fait, c'est le dernier projet. Normalement, j'aurais dû parler que de ça. Mais je pensais que c'était important quand même de balayer un peu ça, parce que franchement, le case était trop belle. Et voilà. Bon, c'est ce que j'ai fait très tard en revenant, là, après le restaurant, juste avant. Donc, désolé que ça soit un peu fouillis et tout ça, mais je pense que c'était nécessaire. Voilà. Et donc, le projet, au départ, que je voulais vous faire écouter, c'est des prises de son, là, que toujours Hervé fait, dans le fjord de Kvangen, qui a une particularité. C'est là-haut, là. C'est qu'il y a des baleines à bosse qui partent des Antilles chaque année, qui se retrouvent là-bas. Et puis, en fait, depuis peu de temps, on s'aperçoit que elles côtoient les orques, qui sont sédentaires, plus ou moins sur la place, mais les orques migrent aussi de plus en plus vers le nord, parce qu'il fait de plus en plus chaud, et puis il y a la pression anthropique, enfin la pêche et différents trucs. Bref, toujours est-il, c'est que dans le fjord de Kvangen, allez, il y a beaucoup de monde, et c'est tout petit en fait. C'est un aquarium qui fait 400 mètres de fond, donc c'est un fjord, c'est pas le plein océan, quoi. 10 km de long et 4 km de large. Et dedans, on trouve une vingtaine de baleines à bosse, 3-4 cachalots et les orques. Et en fait, quand tout ce monde-là se met à chanter dans une bassine, il n'y a presque pas trop besoin de faire de modifications, quoi. Parce que là, c'est déjà... Bon, désolé de couper abruptement, mais vous êtes tous conviés ce soir au concert où vous pourrez entendre la version sur 8 enceintes. Parce qu'en fait, l'antenne qui permet de capter ça, donc c'est vraiment un endroit de concentration de biodiversité énorme. Toutes ces photos sont... Non, moi j'ai trop froid. mais il y a des plongeurs très 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 expérimentés qui y sont allés. Hervé s'est baigné avec les orques, mais veut pas trop le refaire. Mais grosso modo, voilà pourquoi ils sont là. Tous ces gens-là, c'est que les orques en fait pêchent en meute, enfin chassent en meute. Ils regroupent les boules de harengs comme ça, parce qu'en fait ils vont dans ce fjord-là parce qu'il y a ces harengs-là. Et puis c'est très délicat en fait un orque, ça peut être très agressif, mais là en l'occurrence ils sont une centaine d'orques pour faire cette boule, et puis ils viennent prélever un petit hareng comme ça, puis ils recrachent le filet avec la tête, il y a des vidéos qui le montrent, et puis comme ça ils sélectionnent, ils prennent ce qui est bon à manger, quoi, les meilleures pièces, et des profondeurs arrivent, paf, d'un coup, pouf, une baleine à bosse qui elle gobe tout en une fois, paf, une tonne. et, puis, et cette interaction-là est très intéressante parce que en fait, c'est rare. et donc, il y a ça, mais il y a aussi les cachalots qui sont revenus depuis 3-4 ans
On pense qu'ils sont revenus, c'est pareil, c'est des suppositions. Est-ce qu'en fait ils étaient là avant la pêche industrielle, ou est-ce qu'ils ont oublié, ils reviennent? C'est des questions qui se posent. Bon, grosso modo, allez, juste de voir ce que ça donne, parce que ça, musicalement, c'est toujours super intéressant à modéliser, justement. Donc, vous entendez le son, ça c'est une GoPro. Tout à l'heure, c'était, je vais vous montrer ce qui a permis de capter ça. Bon. C'est une petite boule, mais voilà la baleine qui arrive et qui, elle, va tout gober d'un coup, quoi. Donc il y a la vidéo de la baleine. Bon, grosso modo, en fait, ce qui permet de capter les sons que vous avez entendus, c'est ça. Ça, c'est une antenne, en fait, qui se trouve être assez compatible avec un codage ambisonique, dans le sens où il y a des hydrophones là, ici, en opposé, bon, qui permettent de recoder un peu les informations et d'avoir des approches intéressantes. Ça ressemble à ça. Et juste, voilà, Hervé est censé. Alors, je vais essayer vite fait très rapidement d'expliquer un petit peu le processus. Parce qu'en fait, cette antenne-là est mise dans l'eau, elle reste 3-4 mois, on la récupère, il y a plein de fichiers dedans. Le protocole, c'est d'enregistrer 15 minutes toutes les heures. Il y a différents enregistrements dans le fjord. Là, en l'occurrence, celui-là a une cinquantaine de mètres. On vient le rechercher au bout de 3 mois. Et puis une fois qu'on sort la sonde, il y a une tripotée d'enregistrements sonores qui sont là, disponibles à, je ne sais plus combien c'était, kilos, 500 peut-être. Et en fait, la manière la plus simple de voir où il y avait de la matière, c'est pas d'utiliser du tout l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, ce serait très long de la faire calculer sur des choses qu'on ne connaît pas. La leçon que vous avez entendue tout à l'heure, il y a peu de références, parce que en fait, il y a beaucoup d'échos. On entend l'écho des falaises, les clics de cachalot, on les entend résonner comme s'ils étaient dans un couloir. Ça arrive jamais en fait en pleine mer. C'est pour ça que je vous ai fait écouter le petit son du cachalot au départ qui était loin. Puis en fait, maintenant, là, il y a certaines séquences où la baleine tape dans l'antenne d'hydrophone, quoi. Elle est juste à côté, à 1 mètre. Et puis voilà. Et en fait, ça donne lieu à des échanges assez dingues, du genre Hervé m'envoie un message. Oh, écoute cette diva. Bon, on peut toujours tempérer un petit peu, mais c'est vrai qu'elle chantait bien. Et elle était vraiment très très proche, quoi. Et donc, vu que l'intelligence artificielle c'est super, machin et tout ça, mais en fait, quand on connaît pas trop, il y a quand même un intérêt aussi, tout simplement, à pouvoir regarder les spectros vite fait qui sont faits en masse. Et là, on se fait des catalogues. Là, il y a quand même un petit Python qui va générer ça assez rapidement. Et puis on regarde. Donc calme relatif, il n'y a rien, quoi. Oh, alors ça, je l'ai rajouté. Technophonie, ouais, j'ai pas fait. C'est un bateau qui passe, ça. C'est tout simple. Donc très rapidement, on arrive à avoir une petite estimation de ce qu'il y a sur les enregistrements. Il n'y a pas trop de bruit. Pouf, d'un coup, géophonie. Là, il y a du bruit de vent, il y a machin. Là, on voit qu'il y a de l'intensité qui module. Bon, il y a du bruit toujours parce que. Et puis, de temps en temps, paf, là arrive. Il y a quelque chose qui a changé là. Il y a des éléments. Alors, on voit pas, on peut pas zoomer. Ouais, j'arrête dans 30 secondes. Non. Et puis, en fait, de là, quand on zoome, avec une qualité d'enregistrement quand même assez élevée, on a des trucs des fois un peu hallucinants. Mais ça, voilà, s'il fallait laisser mouliner la machine. Alors là, c'est des orques, là, c'est un cachalot, et puis là, c'est un train de clic de. Non, je pense que c'est. Ouais, je pense. Faut écouter. Mais. Et de temps en temps, on voit ça, par exemple. Donc, on apprend à lire ce genre de truc-là. Genre, ça, c'est un rorcal. Ça, c'est 50 Hz, quoi. Ouais. Moi, que le mal. Il y a que lui qui chante. Mais c'est ce qu'on suppose. Parce qu'en fait, bon, bref. Ça, c'est ce que vous pourrez écouter ce soir. Et la finalité, c'est qu'après, j'ai épluché un peu tous ces sons pour voir comment je les combine, je crée des contrastes un peu pour avoir un espace d'écoute, donc quand même une approche musicale, comme en analogie à ce que pourrait faire un photographe, quoi, où choisit son sujet, j'ai un peu l'éclairage ou je sais pas quoi, bon bref. Et tout ça procède d'une sélection de sons. Il y a 3 mois de sons que j'ai sélectionné les meilleures séquences, et puis après, j'ai fait
le tagger pour l'intelligence artificielle en envoyant les fichiers en fait qui étaient les plus symboliques en tout cas, dans meilleure qualité. Et malheureusement, je ne vais pas avoir le temps de vous parler vraiment de ce que je vais en faire esthétiquement, mais il y a un projet donc d'installation sonore, un projet pour orchestre symphonique à Cannes avec l'Orchestre national, et puis dans l'optique de ne pas avoir un one-shot comme malheureusement il arrive souvent en musique de création, c'est de penser justement la linéarité, enfin d'avoir un accès non linéaire à une pièce et de permettre à ce corpus créatif et sensible de pouvoir avoir une pérennité sous forme de différents dispositifs mobiles qui pourraient exister sous forme d'applications et participer à la médiation et voilà tout ça. Voilà, merci. Désolé, ça va dans le temps. Pour 2 petites questions. Alors tout d'abord, merci beaucoup. On m'entend ? Oui. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour cette intervention qui était très intéressante. Je voulais vous demander, alors c'est peut-être bête comme question, mais est-ce que du coup pour une simplification de l'identification des espèces, l'idée éventuellement de mettre aussi peut-être une caméra et un système de vidéo, peut-être éventuellement mauvaise qualité, mais pour pouvoir permettre en complément des enregistrements sonores d'identifier peut-être plus aisément les espèces? Est-ce que c'est quelque chose qui a été réfléchi? Tout de suite, en fait, il y a l'équipe de Sarano qui bosse déjà là-dessus. Enfin, c'est Live Together. Non, c'est pas du tout. C'est Longitude 180. Et en fait, ils font de l'identification des caudales directement des baleines ou des cétacés. C'est ce qui se passe aussi. Il y a les Norvégiens aussi, pareil, qui prennent des photos, qui identifient les individus pour pouvoir faire des cartographies, savoir où ils sont. Et il y a des travaux assez exceptionnels justement de l'équipe de Sarano qui, vu qu'ils plongent à proximité par exemple des cachalots, ont pu permettre de faire des analyses ADN et de faire l'arbre généalogique de tout un groupe de cachalots et de comprendre les interactions qu'ils pouvaient avoir entre différents bassins. Il y a des trucs assez passionnants, mais c'est toujours en marge. C'est comme un peu l'électroacoustique et la bioacoustique. Ça a besoin de trouver un peu, de créer des références. Et là, il y en a qui se font là aujourd'hui, comme ils se sont faits dans la thèse d'Adèle. Et voilà, bref. Mais en tout cas, là, typiquement, il y a beaucoup d'images aussi. Il y a des films qui sont en préparation. Et de manière systématique, il y a certaines bouées, des sons, enfin des bouées qui captent. En Méditerranée, par exemple, il y en a aussi où il y a une caméra qui essaye d'identifier, mais les sons, la propagation des sons dans la mer, voilà, ça peut être plusieurs dizaines de kilomètres et la caméra, c'est 2-3 mètres, quoi. Mais il y a des dauphins qui sont très curieux, qui viennent manger un peu les berniques qui sont dessus. Voilà. Juste une petite précision, tu parles d'IA, mais là en fait c'est de la NMF, c'est le sparse coding, c'est pas de l'IA. Non, ouais, c'est des techniques d'automatisation, mais il n'y a pas d'apprentissage. Hein. Ouais, il n'y a pas d'apprentissage. Oui, voilà, c'était apprentissage non supervisé. Oui. Ouais. Il y a quand même une réduction, mais ouais. C'est une réduction, c'est une décomposition. C'est une décomposition en atomes. Mais pour moi, c'est pas de. C'est juste. Ouais, c'est incroyable. Non, mais sur le fond, je pense qu'il validerait totalement. Sur le fond.